Hello tout le monde, salut Aurélio. Très content de faire cette nouvelle session avec toi sur la structuration d'une agence pour le succès de vos projets, donc qui va être un petit feedback un peu de ce qu'on vit chez Pilotine. Et alors d'où t'es venue cette idée? Pourquoi tu as voulu que je parle de ça aujourd'hui, Aurélio? Eh ben, écoute, chez WP Umbrella, on parle avec des agences et des freelances qui ont pour ambition ou pas de devenir des agences web. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une absence totale d'uniformisation des bonnes pratiques ou des manières de travailler. Et c'est vrai que comme j'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois chez vous, chez Pilotine, dans vos locaux, d'échanger avec vos équipes, j'ai pu voir que vous aviez mis en place en tout cas des process qui étaient hyper sympathiques. Et l'idée, c'est de faire un peu comme on fait depuis qu'on a commencé à faire cette série de webinaires ensemble, mais de l'échange de bonnes pratiques et puis de montrer comment ça se passe de l'intérieur dans une agence web qui est en forte croissance. Ok, ok. Bon bah top. Et ben du coup moi ce que j'ai préparé un peu pour répondre à cette demande, bah, c'est effectivement le contenu que j'aurais bien aimé avoir moi il y a 3 4 ans que j'aurais kiffé un petit peu consulter histoire de pouvoir me donner d'un maximum de feedback de comment ça se passe chez les autres parce que c'est vrai que très régulièrement on se pose la question mais putain mais comment ils font chez les autres, putain, on a telle problématique, comment ça se passe. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire, quoi. Tu veux redonner le sommaire du jour? Allez, on va commencer par voir ce qu'est une agence web et derrière ce titre un peu putaclic, on verra qu'en fait il y a une pluralité de réalités, d'où l'importance de ce webinaire. On verra ensuite comment Pilotine est structuré, les différents pôles et puis les interactions qu'il peut y avoir entre eux, la typologie des projets qui sont réalisés par l'agence. Un des points les plus importants qui est aussi sur la discipline à mettre en place. Et puis, Julien vous partagera un truc que moi j'ai trouvé tout à fait super, à savoir la gestion des moments qu'une agence peut avoir vis-à-vis de ses clients, que ce soit les bons moments, les wow effects, et puis les moments où il y a des moments de tension qu'il faut savoir, ma foi, anticiper pour mieux gérer. Et puis on finira par la question de l'onboarding, histoire de finir par la fin, enfin de finir par le début. Ouais, Euh, et on en profitera pour terminer par une petite session de questions-réponses. top. Et du coup, le but du jeu, moi, je vais faire mes présentations, mais du coup, toi, Aurélio, vu que tu as pas mal de feedback aussi avec ce que tu vis chez WP Umbrella, et ben de pouvoir montrer un peu comment ça se passe chez toi aussi. Mais alors, qui es-tu, Aurélio? Et moi, je me représenterai rapidos après aussi. Eh bien, je suis le fondateur, enfin le cofondateur, pardon, parce que nous sommes deux associés à parts égales. Je suis le cofondateur de WP Umbrella, qui est un outil qui permet aux agences web et aux freelances de gérer tout leur parc de sites WordPress depuis un même endroit. Et en gros, on leur fait gagner du temps et de la productivité en automatisant tout un tas de tâches, en leur permettant de mettre à jour tous leurs plugins sur tout leur site en même temps en quelques clics. On fait les backups et on fait toutes ces choses en fait qui sont le B à bas de la maintenance WordPress qui permettent aux agences de continuer à s'assurer que les sites de leurs clients, une fois qu'ils ont été délivrés, bah, que tout se passe bien et que ça carbure. Ok, parfait. Et tu sais, je sais pas, t'as pas dû participer à mon petit webinaire sur LinkedIn, mais tu sais que tu peux retirer le 5B 65 66 193 là, à la fin de ton URL Alors, sur LinkedIn, tu peux le custom. alors je ne savais évidemment pas. Et ben voilà, et tu peux le custom, je te montrerai dans les paramètres. Ok, mais en tout cas, Super, n'hésitez c'est pas à vrai. ajouter Aurélio sur LinkedIn si vous avez des questions. Et du coup, pour ma part, moi, c'est Julien Doromo, je suis le capitaine de Pilotine. Et donc une agence digitale, une agence WordPress que j'ai eu la chance de fonder il y a bientôt 10 ans maintenant. Il y a 26 personnes aujourd'hui chez Pilotine. Et du coup, le but du jeu, c'est que je vous partage un petit peu tous ces retours d'expérience. Mais je crois que c'est Aurélio qui va attaquer parce qu'il a fait une super étude et il a plein de trucs à nous raconter. Tout à fait. Du coup, il y a pas très longtemps, il y a de ça 2 mois, je me suis un peu énervé en me disant, mais mince, on a, euh, on a 300 utilisateurs en France, grosso modo, et j'aimerais en savoir un petit peu plus sur eux. Et j'aimerais essayer de faire émerger des bonnes pratiques, un peu comme ce qu'on est en train d'essayer de faire avec ce genre de webinaire. Et du coup, on a lancé une étude
à laquelle vous pouvez encore participer. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn si vous l'avez pas déjà fait. Une étude pour faire un peu pour essayer de faire émerger, pardon, un panorama des agences et des freelances qui travaillent avec WordPress en France en 2023. Je vais pas faire une restitution des résultats aujourd'hui parce que c'est une étude qu'on Mm. mène de front avec nos amis de chez Weglot qui font un super plugin de traduction pardon automatique. Euh, mais pour moi, c'était important de rappeler et à l'aube des premiers résultats un certain nombre de choses. C'est qu'une agence web, en fait, ça veut un peu tout et rien dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des toutes petites agences. Donc, en fait, on a il y a eu quasiment 200 réponses à date. Et en fait, 65% des répondants ont des agences qui possèdent moins de 5 employés. Et généralement, le founders ou les founders font partie de ces 5 employés. Donc, en fait, on a des toutes petites agences. Et on a aussi quelques très grosses agences avec plus de 40 employés. Euh, ce qui commence à faire des jolis PME. Un fait qui était assez intéressant, c'est que 50% des agences web ont moins de 5 ans. Et 5 ans, c'est un petit peu la barre en entrepreneuriat qui fait qu'on décide de continuer son business ou de l'arrêter. Mm. Pilotine, si je dis pas de grosses bêtises, Julien a plus de 5 ans. Ouais. Et Ouais. du coup, clap clap, 10 parce ans, que 10 ans dans un mois et demi, ouais. et on reviendra, il y avait un mot moi que j'ai beaucoup apprécié dans le sommaire, c'est le mot discipline, parce que souvent c'est la discipline qui fait qu'on va au-delà du cap des 3 ans puis des 5 ans. Mm. La résilience Euh, aussi. Ça va reprendre son mal en ouais. patience. C'est facile de se démotiver. Euh, L'autre point qui est hyper intéressant, je pense, pour tous les gens qui nous écouteront aujourd'hui, c'est que globalement, tout le monde est sur une trajectoire, enfin, une très grosse partie des agences est sur une trajectoire en croissance. Worst case scénario, on est sur des trajectoires stagnantes, mais personne ne voit un déclin dans le marché. Pour en revenir un peu pour revenir sur ce sujet de la disparité ou des disparités, on a, et je pense que c'est évidemment à mettre en corrélation avec la taille, mais la plupart des agences, en fait, ont un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 euros. Donc, en fait, on est sur des petites agences à deux trois personnes, Mm. avec des CA à moins de 100 000 euros. Et puis, on a quelques grosses agences avec des CA qui passent le million d'euros. Donc voilà, avec des réalités qui sont différentes, que ce soit en termes de gestion de projet, parce que quand on est deux, la gestion de projet c'est facile, quand on a un pôle à structurer c'est plus compliqué. On a quelques agences qui arrivent à vivre presque uniquement de la maintenance WordPress, donc des agences qui ont réussi à construire un business model 100% récurrent. Euh, et, euh, et bravo. Et puis, on a aussi des agences qui n'en font absolument pas. Et pour moi, c'était un vrai findings parce que ça veut dire qu'il y a énormément de possibilités de croissance presque chez tout le monde. Euh, le dernier point, et qui est qui est un des plus importants, c'est que les agences et les freelances en France hébergent principalement leur site, leur backup et tout ce qui est lié de près ou de loin à leur infrastructure en Europe, avec un plébiscite tout à fait monumental pour nos amis d'O2Switch que je salue par ailleurs. Euh, Salutations, camarades. Ouais, on est aussi voilà. chez O2 Switch depuis 3 ans, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'en 2023, avec le RGPD, avec tous les enjeux de souveraineté numérique, pardon, qu'on peut connaître en France et en Europe, euh, c'est une bonne pratique. On va pas se mentir, eu égard à la loi, mais aussi eu égard à la sécurité et à tout un tas d'autres choses. Voilà, Top. j'ai beaucoup parlé, je vais passer la parole à Julien, mais pour moi c'était important Et c'est bien. Une petite minute statistique, d'illustrer, important. beaucoup parler, je vais passer la parole de toutes ces réalités, parce qu'en fait, avoir une agence web, ça veut rien dire. Hmm. Parfait. Allez, et ben à mon tour. Donc du coup, chez Pilotine, bah, je te laisse gérer. Enfin, Aurélio gère le chat. Hein, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Attends, j'ai un petit problème de Tu m'as devancé, chargement. j'étais littéralement en train d'écrire dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des Ok, questions. trop fort. Attends, je regarde si j'ai pas eu de bug d'image. Bon, non. Allez hop. Du coup, au niveau de la présentation de l'agence, pour remettre un peu de contexte sur nos expertises, donc nous, on fait
30% de notre chiffre d'affaires sur de la formation et du conseil en stratégie digitale. D'ailleurs, je le recommande dans le cadre d'un business model de d'être certifié organisme de formation. Donc, c'est-à-dire qu'on a dû passer le Calliope. Alors, ça représente un budget annuel, on va dire, de 5-6 000 euros entre ce qu'on doit payer, le temps que ça prend et tout ça. Donc, c'est quand même un coût. Mais nous, on fait 30% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui avec la formation. Donc, c'est pas mal. Formation WordPress, bien entendu, mais aussi formation en référencement naturel, SEA, marketing automation. En fait, tout ce qui tourne autour du site. Nous ne sommes pas du tout prestataires en web marketing, c'est-à-dire qu'on ne fera pas de prestations de SEO, de je ne sais quoi sur du long terme. Par contre, on va donner les clés à nos clients pour monter en compétence là-dessus. Ce qui est cool, c'est qu'avec le Lobco, il y a une prise en charge à 100% de ces formations, donc c'est plus facile à vendre, entre guillemets, qu'un site web. Et en général, on a nos clients qui commencent par la formation et qui après ont un projet de refonte de site internet ou autre. Donc, petite reco, ça peut être intéressant de se pencher là-dessus. À savoir que, par exemple, Pilotine ou comme d'autres boîtes peuvent en fait mettre à disposition leur certification Calliope pour que vous puissiez faire prendre en charge vous-même les formations de vos clients si vous avez la flemme de passer Calliope et vous n'avez pas envie d'y mettre tous les sous. Donc, sachez que ça se fait beaucoup d'être en portage, ce qu'on appelle en portage, en se rapprochant d'une boîte qui va justement prendre la partie Calliope à sa charge. Ok, ensuite on a 70% de notre chiffre d'affaires qui est sur du WordPress et donc de la conception de sites WordPress. Donc dedans, je vais mettre la gestion de projet, le design et le dev, bien entendu, et puis la maintenance. Nous, la maintenance représente à peu près 15% de notre chiffre d'affaires. Donc ce qui est bien, c'est que 15% de notre chiffre d'affaires est complètement récurrent. Et dans la formation, vu qu'on bosse avec des écoles, on a aussi 15% de récurrence là-dedans. Ce qui fait qu'un total de 70% sur WordPress et on a en tout dans la boîte 30% de récurrent. Et dans un business model, d'avoir un maximum de récurrent, c'est bien. Alors 30%, c'est cool. Si je pouvais aller chercher du 50%, honnêtement, je dirais pas non. Plus je creuse pour mettre de la récurrence dans mon business model, dans mes revenus, mieux la boîte se porte et plus on a de la visibilité sur long terme. Les banques adorent ça, tout le monde adore ça, donc ça vaut le coup de creuser ça. Et ensuite, on a une Et petite part. Ouais, vas-y. 30%, c'est bien. C'est déjà pas mal. On va pas se mentir. Il y a des agences dont c'est l'unique et seul business. Quand tu fais autre chose, 30%, eu égard au volume de Pilotine, ça reste des montants qui sont quand même hyper sympas. Ouais. Donc voilà, c'est à mettre en perspective avec ce que je disais au début. Moins de 10%, c'est pas assez. Mm. Plus de 20%, ça commence à être quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà, et puis ouais, nous notre feedback c'est 30%, ça a l'air d'être un bon créneau, mais s'il y avait que la maintenance, on était à 15%, donc si vous faites que du dev, nous on est que sur 15%, donc si vous faites plus, honnêtement bien joué, parce que nous on n'y arrive pas. Et après vu qu'on a rajouté la formation, et on a rajouté 15%, mais ouais, 30% en tout, on est pas trop mal, on est bien. Ensuite, on a une toute petite partie, qui commence à bien grossir, mais tout ce qui va être logo, identité visuelle ou autre, donc vraiment une partie branding qu'on a rajouté, mais ça pèse peut-être 2% de l'activité aujourd'hui. Et création de contenu, donc tout ce qui est photo, vidéo, où honnêtement, c'est un complément à ce qu'on fait sur nos sites, mais on fait pas non plus énormément de choses là-dessus. Donc nous, notre cœur de métier, on va dire, c'est le design et le dev de site WordPress et faire monter en compétence nos clients pour qu'ils puissent utiliser correctement leur site internet. Un peu comme quand vous achetez une voiture, il y a aussi après toute la maintenance derrière. Chez Renault, ils s'occupent de faire l'entretien, machin. On fait un petit peu la même chose et c'est pas mal. On accompagne nos clients sur l'outil principal qui est le site. Alors, ce qui peut être intéressant dans le cadre du développement de sa boîte, c'est de penser à structurer un petit peu la vision, structurer le positionnement de son entreprise, ses facteurs différenciants et tous ces éléments-là. Donc, à titre de retour d'expérience, le but c'est pas de vous tanner avec ce que fait Pilotine. Ça serait bien que dans toutes les entreprises qui existent, et nous on pousse nos clients à le faire. Donc, si vous êtes aussi une agence digitale, je vous pousserai à le faire. C'est bien de me poser sa raison d'être. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève tous les matins et du coup, ça donne une vraie ligne directrice à ce qu'on fait dans le taf. Donc nous, par exemple, c'est donner du sens aux ambitions digitales et faire grandir les autres en y prenant le plus de plaisir possible. Donc, en gros, on fait monter en compétence nos clients et on va énormément co-construire avec eux. Donc, on donne beaucoup de sens à ce qu'ils sont en train de faire avant de passer au dev. Quand avant, on recevait des cahiers des charges et on faisait bêtement ce qui était dessus, au final, on kiffait pas trop. Le client, à la fin, il n'était pas forcément hyper content parce que ça sortait toujours un peu de son cadre. Donc, nous, on essaye de creuser énormément en amont le projet avec nos clients pour après kiffer la vibes et développer un super projet avec eux. Donc, ça, c'est notre raison d'être. Au niveau de notre posture ou nos valeurs, nous, c'est enthousiasme, dépassement de soi et partage. Donc, on fait énormément de contenu, on crée beaucoup de contenu pour partager ce qu'on fait au quotidien.
honnêtement, au niveau des valeurs, c'est souvent lié aux valeurs du dirigeant. Donc, si vous êtes vous-même créateur d'entreprise, que ce soit une TPE, une PME ou autre, en général, on y met un peu ces valeurs et puis derrière, on va recruter des collaborateurs qui sont en phase un petit peu avec ces valeurs-là. Alors, c'est extrêmement important d'avoir de la diversité dans la boîte, mais souvent autour de valeurs communes. Donc, nous, enthousiasme, dépassement de soi et partage. Donc, ça pulse, ça va vite, on aime bien se remettre en question, on est sur de l'amélioration continue permanente et on va partager tout ce qu'on apprend très régulièrement. C'est pour ça qu'on donne beaucoup de cours et qu'on fait beaucoup de formations aussi. Nos facteurs différenciants après, donc ça c'est important de les creuser parce que c'est là où on va se différencier de la concurrence. Donc nous, ce qui fait qu'on est bon, c'est qu'on fait que du WordPress. On va le faire très bien en sur-mesure, mais on va faire que ça. On fera pas de Drupal, on fera pas de Shopify, de Symfony, de je sais pas quoi, que du WordPress. Ensuite, on a la brique accompagnement. Forcément, ça c'est bien avec Calliope notamment et la prise en charge des formations via les OPCO. On fait beaucoup d'accompagnement design, donc toute la co-construction. On a énormément d'ateliers qui sont formalisés pour accompagner nos clients. Le côté RSE et la partie sécurité avec une grosse maîtrise. On est bien accompagné par DPO, une boîte de DPO externalisée. Et donc, on est au taquet sur RGPD, souveraineté des données avec des données en France ou en Europe. Et après, au niveau de notre positionnement, c'est la petite histoire de l'entreprise. Mais nous, en gros, notre cible principale, ça va être de la PME ETI. Donc, en gros, des boîtes entre, on va dire, 20 et 1000 personnes qui sont plutôt dans le secteur, dans le B2B, même si on en a plein en B2C, mais qui sont plutôt dans le B2B et francophones. Voilà. Donc, nous, on s'est positionné là-dessus. Cette slide que vous avez peut-être perçue comme de la promo pour Pilotine, en fait, c'est la plus importante quasiment de la presse, en fait, parce que de vous interroger sur vos postures, vos valeurs, vos facteurs différenciants, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'avoir de la résilience et de la discipline. C'est ce qui fera que le matin, quand vous avez une décision dure à prendre, ça sera votre boussole. Et nous, chez WP Umbrella, on a mis beaucoup de temps à se demander quelles étaient nos valeurs, quels étaient nos facteurs différenciants, et puis quelle était notre mission, notre raison d'être. Et en fait, la raison d'être, au-delà du slogan marketing, nous, on dit on fait gagner du temps aux agences et on leur permet de prouver la valeur de leur travail à leurs clients. En fait, à chaque fois qu'on a un choix produit à faire et qu'on n'est pas d'accord, est-ce qu'on met le bouton en haut, est-ce qu'on met le bouton en bas, est-ce qu'on fait un bouton carré, est-ce qu'on développe cette feature ou pas? Enfin, ça va très très loin en fait. À la fin, quand on n'est pas d'accord, on se dit mais attends, quelle est notre mission? Notre mission c'est ça, et en fait ça permet de faire les bons choix. C'est une boussole et c'est hyper important. Et après sur les valeurs, vous connaissez Julien, il est hyper dynamique et ce qu'il a dit c'est très vrai. Et c'est hyper important parce que ça va impulser la dynamique de votre boîte, ça va impulser en interne mais ça va aussi cascader en externe parce que vous allez travailler avec des gens qui sont comme vous le plus souvent. Euh, et c'est hyper important d'arriver à y mettre sur le papier. Et si demain vous recrutez des collaborateurs ou si vous décidez d'arrêter votre activité d'agence ou de freelance et de postuler quelque part, en fait, prenez vraiment le temps de lire ces mots-clés et ces trucs parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus important dans une entreprise. Et c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut regarder par-dessus l'épaule. Je sais pas si on dit comme ça en français. Mais voilà, c'était et ce qui est bien, c'est d'être fidèle dans ses postures, dans ses valeurs et de pas se mentir. Et l'exercice qu'il vient de faire Julien, notamment sur voilà l'enthousiasme, le dépassement de soi, le partage, c'est hyper important. Et je pense que vous savez tous que Julien fait du marathon, enfin ou de la course à haut niveau. Et c'est pas neutre. Et en fait, dans vos postures, dans vos valeurs, parlez de vous et soyez lucide vis-à-vis de ce que vous avez envie de faire et de ce que vous avez envie d'obtenir. Ne vous mentez pas et ne mentez pas à vos clients. C'est vraiment ce qu'il y a de cette slide pour moi, elle est capitale et nous chez Umbrella, on l'avait pas au début. C'est-à-dire qu'on a commencé à développer Umbrella. Bon, écoute, on verra bien, on s'amuse, c'est chouette. Et en fait, il y a un moment très vite, il faut dire, mais attends, pourquoi je fais ça et pourquoi je vais dédier X années de ma vie à ce truc. Et une fois que vous l'avez, tout est plus facile. Très Pardon. belle prise de hauteur, bravo. Ah, c'est très bien. Ce que je pourrais ajouter à ça, c'est que nous, les 7 premières années de piloting, on n'avait pas du tout réfléchi à ça, parce que moi, honnêtement, je me disais ça,
c'est le gros bullshit. Les gens ils racontent n'importe quoi, ça sert strictement à rien. Le truc de Simon Sinek là, le why, le machin, je me disais vas-y, ils m'ont saoulé. Et en fait, j'ai rejoint un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle le CJD. D'ailleurs, je vous invite fortement à vous renseigner si vous avez plus de 5 collabs. En gros, le CJD, donc Centre des jeunes dirigeants. Vous êtes entre dirigeants et vous voyez un peu les problématiques communes. Et c'est là où j'ai compris que d'avoir une vision qui est formalisée et de la partager en interne et de la tenir et d'avoir justement de la discipline là-dessus, quitte à la faire évoluer, hein, pour pas vous mentir, cette slide, c'est au niveau des mots. Les mots ont évolué au fur et à mesure. Forcément, la première mouture d'il y a 3 ans, elle était bof bof quoi. Mais au bout d'un moment, on améliore, on itère quoi. Mais tout est tellement plus simple depuis qu'on a fait juste cette slide. C'est bête comme tout, mais pour recruter, on regarde ce qu'il y a sur cette slide. Pour savoir s'il faut faire partir quelqu'un, on regarde ce qu'il y a sur cette slide. Pour ça, enfin, il y a sur tellement de sujets pour savoir si on doit faire tel ou tel projet. On se dit, est-ce que c'est toujours en lien avec ce qu'on s'était fixé? Donc, effectivement, très important. Après, bien entendu, on la décline sur chacun des pôles, mais très important de se fixer au moins ça. Comme ça, après, toutes les décisions sont tellement plus simples, quoi. C'est un truc de ouf. Et c'est une super, et puis après j'arrête, c'est une super façon aussi de désamorcer tous les conflits que vous pourrez avoir avec vos associés. Ouais. On est d'accord sur quoi, on n'est pas d'accord sur quoi. Et c'est la somme des choses sur lesquelles vous êtes d'accord qui feront aussi vos postures, vos valeurs. Et c'est hyper important. Faites-le, 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 faites-le. Allez, vendu, on n'en parle plus. De toute façon, vous allez le faire. Au niveau des secteurs cibles, donc nous, on travaille 60% B2B, 40% B2C. Honnêtement, on s'est pas amusé à aller à l'international pour l'instant, à part sur les pays francophones. Mais on s'est dit, c'est déjà tellement de taf d'être bon sur un pays. Il y a déjà tellement d'opportunités, rien qu'en francophonie, que pour l'instant, on s'est cantonné là-dessus. Au final, je me suis pas réveillé un matin en disant je veux travailler à fond pour les industriels, les médias, tout ça. Là, ça s'est fait honnêtement par opportunisme. Mais au bout d'un moment, vu qu'on a vu qu'on était bon dans certaines niches, eh ben on a commencé à faire de plus en plus de projets comme ça. Et on va dire les projets réussis dans certains secteurs amènent d'autres projets réussis dans certains secteurs. Si c'était à recommencer depuis le début, honnêtement, j'aurais peut-être pris justement des niches qui me faisaient un peu kiffer en ayant un vrai process bien rodé sur certaines niches. Ça s'est pas fait comme ça, mais si je veux aller plus vite demain, je me dirais, je commence par, effectivement, je vais faire plutôt l'industrie, le service, l'immobilier, par exemple, et je vais venir avec un discours hyper construit. Je pense que ça serait encore mieux. Au final, d'avoir été opportuniste, nous, ça nous a pris un peu plus de temps à découvrir là où on était bon ou pas. Répartition des sources de leads. Tiens, ça va peut-être vous intéresser. Comment une agence comme Pilotine aujourd'hui chope des clients? Eh bien, on a 43% via LinkedIn et le social. Dans le social, on a aussi Instagram et on a aussi YouTube qui traîne là-dedans. N'hésitez pas, on a fait plein de contenus, plein de webinars sur le sujet de comment prospecter via LinkedIn. Il existe plein de contenus. En tout cas, nous, le social fonctionne très bien. On a aussi, et ça c'est une nouveauté depuis 2022, le SEO. On a toujours sous-estimé le référencement naturel. J'essaie toujours de trouver des excuses, tout ça. Honnêtement, on booste ça depuis début 2022, même 2021. Et honnêtement, eh ben, ça porte vraiment ses fruits. Alors ça a mis 6 mois, 1 an, bien entendu, à se mettre en place. Mais aujourd'hui, on a 16% de nos clients qui viennent vers le SEO. On a les webinars, donc aujourd'hui, là. Alors le webinar, souvent, ça va être un petit déclencheur pour rentrer en contact pour la première fois avec la personne. Donc ça, c'est bien. Donc on continue d'en faire quand même pas mal, au moins 1 ou 2 par mois. Il y a que 5% des clients qui viennent à partir de là, mais après, vu qu'ils découvrent nos autres contenus, ils restent immergés dans notre environnement, ils font partie de notre écosystème ou de notre communauté, et puis ils reviennent par d'autres leviers. Les contacts métiers, donc ça, c'est des gens qu'on connaissait, puis ils ont changé de boîte, tout ça, tout ça. Le SEA, 5%, réseau d'entrepreneurs, 8%, et les prescripteurs, 15%. Donc nos clients, des partenaires ou autres ici. Honnêtement, si on a un truc à énormément améliorer, ce sont nos prescripteurs en travaillant justement tout l'aspect fidélisation ou juste de leur poser des questions avec qui vous pourriez nous mettre en recommandation ou autre. Donc nous, on a la partie prescripteur, ça va être le gros sujet mi-2023 qu'on va creuser. Sinon, sur les autres, honnêtement, je suis plutôt content. Le SEO, c'est bien. Le SEA, on est genre 300 balles par mois, ça ne nous coûte pas un rein et du coup, c'est hyper rentable. Mais celui qu'il faut qu'on creuse à fond, ce sont les prescripteurs. Bien entendu, plus on satisfait nos clients, plus ils viennent. Si vous voulez plus d'infos sur ces sources de leads et tout ce qui fonctionne ou pas chez nous, on a fait un contenu là-dessus. Et si vous le mettez soit dans le chat, que vous êtes intéressé par le lien, je peux vous l'envoyer. Et si vous regardez en replay ce webinar, vous mettez en commentaire et je vous l'enverrai aussi avec plaisir. On a tout un contenu qui décrit nos sources de leads et comment on se démerde pour les avoir. Dernier petit point sur notre stratégie, notamment stratégie de contenu. On a fait la stratégie du GID. GID, c'est pour gratuit, intéressant
et désintéressé. Alors aujourd'hui, ça peut paraître intéressé parce qu'on parle de piloting, mais en fait, c'est juste que je vous partage vraiment notre expérience. Mais d'habitude, je fais pas trop ma promo, j'évite d'en parler. On le glisse doucement, mais sinon, plus le contenu est gratuit, plus il est intéressant, et moins vous faites votre promo, honnêtement, plus ça fonctionne. Et donc, nous, on se tient à ça sur nos articles de blog, sur ce qu'on raconte sur LinkedIn, sur ce qu'on met sur YouTube, sur ce qu'on met un petit peu de partout, sur les livres blancs qu'on va créer aussi. Plus vous faites des trucs gratos, plus vous faites du intéressant et plus vous faites du désintéressé, plus ça fonctionne. En tout cas, quand on est dans de la prestation de service B2B, c'est sûr et certain. Un petit avis Yes. là-dessus, Aurélio? Ouais, pour aller dans le sens de Julien, moi je suis en train là de refaire tout notre help center et notre documentation. Et j'ai passé la semaine dernière à lire tous les articles de blog, d'Intercom, de Help Scout, qui sont des outils de gestion de ticketing. Et ça m'a fait rire. Du coup, je suis en train de tout mettre en place. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'à chaque fois, quand il y avait des top, les X meilleurs outils, les X meilleures choses à faire. Mhm. Intercom, qui est la plus grosse boîte du secteur et qui est une success story incroyable, Intercom se mettait toujours en dernier tout en bas de l'article. Ouais. Et en fait, ça marche. Et au début, quand vous commencez, bah, vous avez envie de faire votre promo, donc vous faites ça comme un bourrin, vous faites un Mhm. top 1, vous vous mettez en premier, vous faites des call to action dégueulasses au milieu de vos pages. En fait, c'est pas ça que les gens cherchent. Les gens, ils cherchent ils ont recours à vos services parce que vous amenez de la plus-value Mhm. Vous êtes expert. et vous devez amener de la plus-value et ça suffira à les convertir. Ne soyez pas grossier. Moi, c'est une erreur qu'on a fait au début chez WP Umbrella. Ouais, nous aussi, les premiers mails qu'on envoyait, c'était vous cherchez une super agence digitale, nous sommes là pour vous. Je parle, ça n'a jamais marché ces trucs-là où nous faisons un audit gratuit parce qu'on est vraiment trop fort et vous, votre site est vraiment tout pourri. Voilà. Tu peux être sûr que tu te flingues ta réputation tout de suite. Donc maintenant, on apporte du support, on fait tout gratos, intéressant, désintéressé le plus possible, quoi. Ok, bon, au niveau de l'histoire, on s'en fout un peu. Juste peut-être, bah moi j'avais commencé en auto-entrepreneur au début, donc ce qui m'a permis de juste découvrir un peu le métier. Mais sinon, je suis pas dev, je suis pas designer. Moi, j'ai fait des études de commerce. Donc, on va dire que ma grosse force, parce qu'on a chacun, chaque entrepreneur, chaque associé, chaque fondateur, je pense à ses forces. Moi, c'est plutôt le commerce. J'aime bien vendre, pour être honnête. J'adore ça. Et je pense la création de contenu, ce côté partage chez Pilotine qui fait aujourd'hui notre force. Mais je pense que n'importe qui peut avoir du succès en faisant d'autres trucs, comme par exemple si vous êtes un champion du monde de la publicité, vous pouvez être super bon peut-être via de la pub, avec du SEA, des trucs comme ça. Nous, chez nous, c'est la création de contenu. Ça fonctionne bien, donc à voir si vous voulez vous en inspirer ou pas. Lancement de la boîte en 2013 à la suite de mon alternance. Donc, je venais juste de sortir d'une école. Donc, moi, j'ai fait Toulouse Business School, l'ESC Toulouse avant. J'ai lancé la boîte en 2013 et puis au début, bah, un stagiaire, après un alternant, après deux alternants, après un premier CDI 3 ans après. En 2017, j'avais racheté une boîte avec un associé. Mon associé, je lui ai racheté ses parts l'année dernière. Donc, on a été très opportunistes. On s'est dit, tiens, on va aller dans tel sens et tel sens. Au final, 2022, on a tout resserré pour maintenant ne plus que se concentrer que sur l'activité de pilotine et vraiment dépoter là-dessus. Et bizarrement, eh ben, ça marche mieux. Quand on évite de se disperser dans tous les sens, ça fonctionne bien. Par exemple, l'année dernière, on a fait 46% de croissance au niveau du chiffre d'affaires. Et c'est la première année où on faisait plus que du pilotine, alors qu'avant, on essayait de développer un média, un machin, tout, on est dans tous les sens. Donc ça fonctionne bien de se refocus souvent. C'est pas mal. Bon, la team croit énormément. Le seul petit tips que je peux vous donner pour pas que ça fasse de la promo seulement, bah, c'est Welcome to the Jungle. Nous, depuis qu'on a créé une page sur Welcome to the Jungle, c'est beaucoup plus simple de recruter. C'est tout bête, hein, mais avant, on faisait du Indeed, on faisait plein de plateformes un peu à la con. Et honnêtement, Welcome to the Jungle, alors certes, c'est un coût, peut-être 200 balles par mois, mais honnêtement, pour recruter avec des personnes qui sont bien qualifiées et faire les choses bien, avoir une belle présentation, parce qu'honnêtement, cette page, on fait des sites, donc on aurait pu la faire, mais il la présente bien, c'est harmonisé et c'est sur la plateforme Welcome to the Jungle et ça marche bien. Donc voilà, petit retour d'expérience pour structurer votre team et recruter. Welcome to the Jungle, c'est vraiment pas mal. Je sais pas si tu as des feedbacks là-dessus. Si, enfin tout le monde, tout le monde dit que c'est génial. Nous, on n'est pas sur Welcome to the Jungle. On a pris une autre plateforme qu'on paye par ailleurs à peu près le même prix, Ok, qui est pas, même taf. qui est pas satisfaisante, qui est pas satisfaisante. Donc j'ai pas Ok, spécialement de. Au final, nous, les gens qui ont postulé chez nous, ont bypassé les process de recrutement et c'était plutôt des candidatures spontanées. ok, Mais à terme, on ira vers un outil comme celui-là. ok. Et je sais que c'est ce qu'utilise par exemple Wiglot.
ils en sont aussi super contents. Très bien. Un autre truc qui nous a bien aidé pour cette croissance et tout, c'est changer de locaux aussi. C'est tout bête, mais avant, on avait des locaux qui étaient un peu moisis. Alors, on était bien placé à Lyon, hein, on était sur la presqu'île, au terreau, génial. Mais c'était tout petit, tout ça. Les clients, quand ils venaient, ils se projetaient pas trop. On les accueillait dans la cuisine. La cuisine, souvent, elle était dégueulasse. Et on a eu des beaux prospects, honnêtement. Je pense une grande marque de thé qui était venue, des beaux prospects. Et quand ils arrivaient chez nous, ils étaient en mode ok, et je sais qu'il y en a certains, ils n'ont pas signé parce qu'on leur a pas vendu du rêve, en mode ils se sentaient pas à l'aise, ils étaient pas bien, ils se sont pas dit waouh, on se sent bien ici. Du coup, on a changé de bureau, donc on a acheté un très grand loft à Lyon qui est plutôt pas mal. Ça aide honnêtement pour les recrutements et ça aide aussi pour trouver des clients. Donc sachez que votre site, bah, il va vendre du rêve ou pas, et ben vos locaux aussi. Du coup, aménagez bien vos locaux, pensez à ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des locaux faramineux, mais je pense juste que ça fasse propre, que les gens se sentent bien, qu'ils soient bien accueillis, qu'il y ait un petit peu de place et tout. Ça aide un petit peu pour trouver des clients aussi. Et plus on se digitalise et moins on se voit, plus ce genre de choses deviennent importantes. Exactement. Ensuite, au niveau de la structuration, on n'a pas réinventé la poudre, hein. Du coup, il y a la capitainerie, donc moi et Alix, qui est associé chez Pilotine et dont j'ai la chance aussi d'être le mari. Alors, ce qui est pas mal, on peut dire, hein, voilà, travailler avec sa femme ou son mari, c'est chaud. Bah, nous, ça marche bien parce qu'on est extrêmement complémentaires et parce que la boîte est suffisamment grosse pour qu'on se piétine pas dessus et on n'est pas du tout sur les mêmes missions. Donc elle, ça va être plutôt la partie sérieuse et moi, je vais plutôt être la partie marketing. Donc elle gère toute la partie admin, compta, finance, RH. Et moi, je vais gérer plutôt le commerce et le marketing et le management chez Pilotine. Ensuite, donc ça fonctionne bien, mais quand on n'était que 5 à l'époque, quand on était à Paris la première année, honnêtement, ça n'avait pas marché. On avait arrêté et elle est revenue il y a 3 ans depuis que la boîte est suffisamment grosse. On a un pôle du coup plutôt web marketing et formation mené par Sandrine. On a un pôle commerce mené par Samy. Alors petite particularité, comme je vous ai montré les sources de leads, on fait zéro démarchage, zéro commerce, on ne fait que du marketing avec notamment Romain et Choucron. On fait énormément de marketing, donc des webinars, des livres blancs, des posts, tout ça, tout ça. Et en fait, tous les leads après nous contactent via le formulaire de contact et du coup c'est Nat qui traite en amont les leads et après Samy et Alexis qui vont faire les avant-ventes chez nous. Ça, honnêtement, c'est pas mal. Avant, on avait des vrais commerciaux. Honnêtement, satisfaction pas ouf du tout. Et depuis qu'on a un pôle d'acquisition et des gens qui vont vraiment après chouchouter nos leads, là, ça marche bien mieux. Donc, le commercial qui fait autant la prospection que la vente, catastrophe totale, pas de pérennité du tout. Donc, je vous recommande, si possible, de mettre en place un peu ce même système-là. Mais Samy, par exemple, n'est pas du tout commercial, il est plutôt consultant avant-vente et il va vraiment bichonner nos clients en amont. Ensuite, on a un pôle gestion de projet, donc ils vont gérer les différents projets. Un pôle direction artistique, une fois que le client a été signé avec le chef de projet, ils vont faire les réunions en amont, tout ça, faire le web design, enfin wireframe, web design et autres. Et une fois que c'est validé, et ben ça passe chez nos devs WordPress du coup. À savoir, du coup, nous on fait que du dev sur mesure. On est en train de passer sur Gutenberg maintenant, alors qu'avant on avait notre techno qui était sur le Classic Editor, qui s'appelle PiloPress, ou elle est open source, vous pouvez l'utiliser. Et on est en train de l'adapter du coup pour Gutenberg. On pense que Gutenberg est suffisamment mature maintenant pour y passer. Et on a une personne, Charès aussi, qui fait du Elementor. Donc on fait un petit peu, peut-être entre 1 et 5% de nos projets avec Elementor et tout le reste en sur-mesure, vraiment pour des sites assez costauds, interconnectés avec des CRM, des ERP, des choses comme ça. Voilà ce que ça donne au niveau de la team. Quelques références, pas dans le but de faire de la pub, mais pour voir que on a été peut-être un peu trop opportuniste à un moment. Parce que par exemple, les premières dizaines de milliers de chiffres d'affaires de Pilotine il y a 8 ans maintenant, c'était avec des applications mobiles. En fait, on faisait tout. On faisait des réseaux sociaux, on faisait des applications mobiles, des sites internet, du PrestaShop, du machin, du bidule, on allait dans tous les sens. On avait fait quelques apps mobiles. Alors pas pour Euronews, je ne donnerai pas les noms parce qu'elles se sont toutes très mal passées. 4 applications mobiles, dont la plus chère, je crois, elle était même à 60 000 euros. Et au final, un carnage. Parce que savoir maîtriser un process pour faire un super produit, une belle mission, une belle prestation et savoir maîtriser 150 process, c'est pas du tout la même chose. Donc du coup, on s'est recentré énormément. Et donc aujourd'hui, les sites qu'on fait, c'est des sites à portée de communication. Par exemple, pour Euronews, on n'a pas fait le site métier d'Euronews avec les vidéos en live et tout ça. On a fait la partie commerciale d'Euronews. C'est quand même un gros bébé, un gros projet, mais donc nous, on est spécialisé dans la conception de sites pour faire de la communication, pour faire
recrutement, des choses comme ça, du e-commerce aussi, mais on va se greffer souvent à leurs outils métiers. On va pas développer d'outils métiers avec WordPress, on va pas s'amuser à ça. Donc Euronews, c'est ce qu'on a fait. Foncière Logement, pareil, un beau site vitrine présentant plein de prestations, plein de produits, plein de métiers. On s'occupe souvent de faire logo, charte graphique, identité visuelle, le web design et tous ces éléments-là. Et du coup, nous, on va être plutôt bon sur cette partie amont, un beau site vitrine ou e-commerce, mais on va pas s'amuser à faire des outils métiers. Pareil pour Acting, pareil pour Albarès, voilà, on va faire du logo, des choses comme ça. Ou pareil pour Gestétudes encore. Petit point showreel, je ne sais pas si certains d'entre vous faites des showreels quand vous avez des choses à présenter. Honnêtement, nous, on n'a jamais été très bons sur notre showreel. Pourtant, on sait le faire, hein, mais soit c'est l'exploitation, soit autre chose. Mais par contre, des belles pages de présentation de nos références, des belles explications de ce qu'on fait dans nos références, des beaux articles de blog, ça marche bien. Le showreel, ça n'a jamais été foufou. Donc, à voir. Là, on va tenter un nouveau format vidéo qui est plutôt de l'ordre du manifeste pour 2023. Mais le showreel, on abandonne un petit peu. Ça marche pas trop chez nous. Les labels ensuite. D'avoir des labels, eh ben, ça peut aider. Ce qu'on appelle des réassurances aussi, pour ceux qui aiment bien aussi le web marketing ou le copywriting. Mais les réassurances, c'est pas mal de montrer des certificats, des trucs de qualité. Notamment, Calliope, ça aide énormément à rassurer, ça montre un process qualité. Ça aide aussi, bien entendu, à avoir des budgets OPCO, à faire des prises en charge et tout ça, CPF, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est cool. Mais ça rassure. On est aussi partenaire, par exemple, avec Pledzi, HubSpot, ActiveCampaign, Sendingblue et autres, ou Google. Ça rassure. On n'en fait pas un business de ouf, c'est-à-dire que, par exemple, Google Partner, on fait que de la formation là-dessus. Pareil pour Pledzi, HubSpot, tout ça, on va faire de l'accompagnement de la formation, mais ça rassure énormément. Donc, plus vous pouvez choper des labels et plus vous pouvez les valoriser auprès de vos clients, mieux c'est. J'aurais adoré, par exemple, être ISO 9001 ou 14000, mais honnêtement, c'est tellement un enfer de passer ces trucs-là et ça coûte tellement un rein qu'on le fait pas. Mais ça aide en fait énormément. C'est pour ça que d'avoir des petits labels aussi en disant qu'on est compliant RGPD, que nos données sont en France ou en Europe et tout ça, ça rassure. Donc, trouvez tout ce qu'il est possible et imaginable pour rassurer vos clients. Soumettre des trucs aux awards et gagner des petits awards, ça aide aussi. Pareil, on était dans un classement, la top 30 France de 2015 à 2022 des agences digitales. C'est un truc, ça s'appelle Leader League. Honnêtement, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui peuvent être là-dessus et peut-être qu'on a eu du bol d'être là-dessus en 2015 alors qu'on était tout petit, mais ça aide d'avoir des petites labellisations. Donc peut-être que des pros du secteur, ils vous diront ah votre truc ça vaut rien, certes, mais ça aide au niveau des clients. Je sais pas toi Aurélio, les réassurances que tu as, comment tu les utilises? Nous, il y a deux choses. Mais déjà, sur ce truc de la réassurance, nous, quand on a sorti le rapport de maintenance la première fois, Ouais, parce qu'on trouvait que c'était hyper important, on donnait la possibilité aux gens de dire en white label, Data Certified by WP Umbrella. ouais. Et je pense qu'effectivement, avoir un tiers de confiance qui vient, peu importe qui il est, et plus ils sont nombreux, le mieux c'est hyper important. Il y a les labels de confiance et puis il y a les témoignages. Moi, je passe ma vie Mm. à faire la chasse aux reviews Ah ouais, sur très important G2. ça. Ouais. Euh, Ah toi c'est sur parce que, G2? Ok. ouais, parce que le processus d'obtention de review est hyper chiant, Hmm. que nos concurrents sont sur G2 et que dans un Ouais. business SaaS B2B, c'est G2 qui marche le mieux. En sachant que voilà, tu vois, on a que 52 reviews, alors on a Ouais, mais du 5 coup, sur tu as une super note, du coup, c'est bien. Mais ouais, mais ça, G. pousser les gens à mettre des avis, c'est un truc de ouf. Nous, par exemple, là, nous, on bastonne plutôt sur Ouais, Google évidemment. My Ouais, ouais. Business. Et ça, c'est vrai que ça marche bien, parce que pour nous positionner en référencement local, boum, ça marche. Ça rassure aussi les clients, on le valorise après sur nos prêts, un peu de partout, donc ça marche. Donc, bien joué aussi pour. C'est vrai que nous, G2, ça ne sert strictement à rien en tant qu'agence, mais toi, pour un produit, pour un SaaS, c'est trop bien, ouais. Ouais, et puis enfin, c'est l'enfer. Moi, vraiment, les gens qui nous ont mis des reviews, s'il y en a dans ce webinaire ou qui tombent dessus, le process de G2 est infâme. Ok, il faut vraiment être motivé, quoi. Ouais, faut être motivé, donc c'est top. Et là, on va prendre leur abonnement B2B, je pense, l'année prochaine, qui permet de, Mhm. en gros, les gens te mettent des reviews et G2 de lui-même fait des dons à Ok, des associations pour planter des arbres. Alors, ça ouais. coûte très cher, mais tu vois, Yep. pour le Black Friday, plutôt que de Mhm. faire des discounts sur nos licences qui sont pas justifiés parce que le prix de notre Ouais. outil est fair, Ouais, tu vas je planter pense des arbres. on ira planter des arbres.
C'est beau. un peu comme ce que fait Weedlot. Ouais. Et demain, dans la vision, pour en revenir au premier truc, on aidera les agences à mieux travailler, à moins polluer, à faire des Mhm. sites. Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Eh ben, non, Les testimonials, c'est trop important. alors, très important, le côté RSE, on va en reparler peut-être un peu après, mais du coup, je vais en parler maintenant, comme ça. Nous, sur la partie RSE, on était plutôt au taquet. Et un moment, on voulait justement planter des arbres pour compenser notre empreinte carbone, tout ça. Eh ben, ça a été un bel échec, parce que pour aller planter des arbres, déjà trouver une forêt où on voulait faire nous-mêmes, histoire de mettre les mains dans le cambouis, faire un petit séminaire et tout ça. Donc, au final, une solution ou un peu packagée prête à l'emploi comme tu fais, c'est peut-être pas plus mal, parce que à vouloir faire soi-même, ça marche pas. Parce que on aurait dû aller en Ardèche, ça faisait 3 heures de route, on devait prendre 3 bagnoles ou je sais plus quoi. Et en fait, l'impact écologique de ce déplacement et tout ce bordel, elle est même pas compensé ce qu'on allait faire sur place, donc ça n'avait strictement aucun intérêt. Donc au final, attention aussi à tout ce qui est bullshit là-dedans. Mais ça peut parler, ça va être des réassurances complémentaires, mais à vous de voir où est le niveau de bullshit dans ce que vous êtes en train de faire. Mais du coup, bah, nous, on a carrément annulé ce séminaire, on en a fait un qui était beaucoup plus proche, et puis c'était bien mieux. Mais c'est vrai qu'on a fait la tentative de planter des arbres, petit échec, Ouais, j'avoue. et puis ça rejoint aussi les valeurs et ce que vous avez envie de faire. Tout le monde n'a pas forcément envie de planter des arbres et je Ah, pense j'aurais que bien kiffé, hein. Ça aurait été rigolo, mais non, mais il y en a peut-être polluer d'autres autant en choses. plantant, quoi. Ouais, Bah, ouais. c'est clair. Et Mm. nous, je sais que c'était important de se dire bon bah maintenant on peut se payer, on peut payer nos salariés, c'est cool, on Ouais. s'éclate, on vit le rêve de notre vie. Bah, donc on sponsorise les WordPress pour rendre un peu à Mm. WordPress tout ce qu'il nous apporte et la prochaine étape, bah, ça sera de se dire bon bah comment on fait maintenant pour essayer de rendre le monde un peu moins dégueu que l'état dans Mm. lequel on l'a trouvé, ouais, avec Euh, beaucoup de modestie. Exactement. Du coup, pour enquiller au niveau des partenaires engagement, alors nous, on est impliqué dans la communauté WordPress puisqu'on fait des plugins, des trucs comme ça, mais honnêtement, je suis pas allé beaucoup au WordPress Camp et les trucs comme ça. Je suis pas allé traîner mes guêtres et tout ça. Je me suis intéressé à d'autres réseaux. Un peu comme de partout, hein, il faut avoir ses forces. Moi, je suis moi-même pas un développeur, donc je vais plutôt aller dans des réseaux avec, on va dire, d'autres dirigeants, d'autres responsable marketing ou autre. Et par exemple, moi, j'adore le CJD. Donc, le CJD, c'est le Centre des jeunes dirigeants. J'ai fait partie aussi de l'APM. Je crois que c'est Apprendre pour manager, MEDEF, Réseau Entreprendre, Entreprise du futur, tous ces PME, Mixer, Active Entrepreneur. Alors, Mixer, c'est pas mal parce que c'est un réseau un peu comme le CJD, mais qui est en lien avec les projets éco-responsables. Donc, c'est pour tout ce qui est RSE. C'est pas mal. On est associé Time for the Planet ou autre. Et tout ça pour dire que j'ai évité de vraiment garder la tête dans le guidon et rester dans mon truc et dire je fais que du WordPress, du coup je vais rencontrer que des gens de WordPress, afin de moi-même pouvoir élever mon propre niveau, de monter en compétence sur mon statut de dirigeant et de pouvoir me former un peu en permanence. Et ben je traîne régulièrement un peu dans tous ces trucs et je suis extrêmement impliqué du coup au CJD, au réseau Entreprendre, au MEDEF et à la CPME. Et ça aide quand même pas mal à développer le réseau et à monter en compétences. Donc à vous de voir un peu ce qui peut être intéressant pour vous, mais il existe pas mal d'initiatives et celle que je recommanderais vraiment le plus, ça serait le CJD, qui est vraiment tip top. Voilà, je sais pas si tu connaissais Aurélio, toi le CJD. J'en avais entendu parler et j'abonde. Enfin, tu m'en avais parlé. Du coup, Ouais. du coup, je connaissais. Et moi, pour la petite histoire, avant de créer WP Umbrella, je faisais des affaires publiques au niveau européen. Donc, j'étais un gentil ou un vilain lobbyiste en fonction des gens pour Hmm. lesquels je travaillais. Et c'est sûr que les leviers de croissance, vous les obtiendrez dans ces réseaux-là. Et au-delà de la croissance des clients que ça vous rapportera, Hmm. il y a une expertise à aller chercher qu'on essaye un peu de vous partager à l'occasion de ce genre de webinaire. Ouais. Mais en fait, si vous restez chez vous, la tête sous l'eau et le nez dans le guidon, ben, vous allez stagner à votre. Et putain, j'aime pas ce bullshit de start-upper. Et si vous restez tout seul, vous irez peut-être plus vite, mais vous irez moins loin et surtout vous ne progresserez pas. Ouais. Là, vous allez avoir l'occasion de. Puis ça fait des pauses, ça permet aussi de. Quand on est chef d'entreprise, on est seul. Ouais. Ça permet aussi de partager ses difficultés. Puis ça fait une pause dans la semaine. Franchement, allez-y, ce sera jamais des événements perdus. Je sais qu'il y a la cuisine du web à Lyon aussi qui Hmm. organise Hmm. des Hmm. événements assez souvent. Je crois qu'il y en a un qui arrive dans pas très longtemps. Ouais, C'est c'est des pas mal trucs, pour commencer la chaîne du web c'est aussi, c'est ça, bien. c'est easy to start, easy to go. C'est pas engageant et ça vous donnera parce que ce que fait Julien là, vous devez le faire.
Yes. Pour finir, juste sur le CJD, parce qu'après il y a plein de trucs métiers, donc il faut que je vous parle. Il y a un truc pas mal, c'est la notion de performance globale, en disant bah c'est pas juste la perf financière, c'est pas juste les salariés, c'est pas juste les clients, c'est pas juste les fournisseurs, mais c'est vraiment la globalité. Quand tout le monde est heureux dans la globalité, qui fonctionne bien, et donc c'est de s'intéresser à tous ces sujets-là, histoire que la boîte ait une vraie performance globale et qu'on pense à tout le monde et pas que à sa gueule, quoi. Et bizarrement, et ben ça marche mieux quand on pense aux autres aussi, et au final tout le monde est gagnant. Et même à titre perso, on est encore plus gagnant, donc c'est top. Bon, politique et RSE, on en a vite fait parler, donc j'en parle pas, mais on fait des trucs super chouettes. On va parler de client-centric. Donc client-centric, alors je pense qu'on refera un webinaire plus poussé avec Aurélio sur le sujet. Mais en gros, nous, on a mappé tous les happy moments et tous les pain points lors d'un projet pour nos clients. Donc ça donne cette frise-là qu'on a fait sur Octopus, qui est notre outil qui permet de gérer les arborescences. Et donc, on a tout mappé entre le départ, donc l'entrée du lead, demande par mail, téléphone, on qualifie, on prend le rendez-vous, tout ça, tout ça, tout ça, jusqu'au pré-lancement du projet quand il a été signé. Et après, en fait, on va mettre les phases préparatoires, les wireframes V2, le web design, le cahier des charges, le web design V2, le dev, la pré-production, nanana, jusqu'à la, je suis parti, jusqu'à la mise en ligne et jusqu'à la potentielle fin d'un contrat aussi, quand la TMA est terminée. Et en fait, vous voyez, en orange, c'est les happy moments, c'est tout ce qui se passe toujours bien. Bizarrement, là, tous ces sujets, à chaque fois qu'on fait, par exemple, des ateliers phases préparatoires, eh ben, ça se passe toujours bien. Tout le monde est clair, enfin, tout le monde, on a une grosse clairvoyance sur le projet, on a l'impression d'avancer, un sentiment de co-construction, donc tout le monde est heureux. Et on a cité en rouge, eh ben, tous les pain moments. Par exemple, quand on est sur les wireframes, eh ben, on se retrouve avec des gabarits de pages pas prévus. Et le client qui dit, eh ben, ah merde, bah, j'avais oublié ça. Et on dit, ah oui, ah, t'avais oublié ça, dommage. Hop, on le rajoute. Puis du coup, ça fait des avenants de vie. Et là, ça commence à dire, ah ouais, mais j'ai pas de budget supplémentaire, je sais pas quoi. Donc du coup, en rouge, c'est les pain moments. On est obligé d'y être confronté. Et on voit qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et du coup, bah, en vert, c'est toutes les pistes de solutions qu'on a mis en place pour éviter que soit ces moments de douleur, enfin, pour que ces moments de douleur soient les moins douloureux possibles, soit juste pour les éviter totalement. Et donc, du coup, on a travaillé un peu sur tous ces sujets-là. Donc, je pense que c'est un travail intéressant à faire pour n'importe qui, que vous soyez en SaaS, que vous ayez une agence digitale, que vous ayez une TPE, une PME ou je ne sais quoi. Plus vous travaillez sur voilà, ce qu'on appelle aussi le customer journey ou voilà le cycle de vie de votre client, de voir les phases où il sera euphorique et les phases où il sera extrêmement déçu, mais malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Et du coup, il va falloir anticiper, il va falloir former un peu vos clients pour éviter justement qu'on en arrive à ces phases-là. Et voilà. Donc, je pense qu'on fera peut-être un webinaire spécifique sur le sujet pour voir un peu toutes ces phases-là et toutes les pistes de solutions qu'on a pu mettre en place. Mais c'est un sujet extrêmement intéressant à mener, notamment dans le cadre d'un suivi qualité et de la satisfaction de vos clients. OK. La discipline maintenant. Et ben, au niveau de la discipline, c'est tout bête. J'en ai pas mis non plus des masses. Ça, c'est ma propre discipline à moi chez Pilotine. À savoir que au pôle design, ils en ont une autre. Au pôle dev, il y en a encore une autre. Mais en fait, on s'astreint à mettre en place des moments privilégiés pour traiter certains points plutôt que de les faire un peu au tout venant. Ce qu'on a fait les premières années de la boîte, ça pas de souci, hein, on faisait un peu au talent, machin. Et plus on avançait, plus on se disait que tiens, pour le management, bah, bizarrement, quand on a un point managérial tous les mois avec la personne et qu'on pose les sujets sur la table, ben c'est plus simple à gérer que si on s'attend à ce que la personne vienne nous voir naturellement ou si on fait ça un petit peu au fil de l'eau ou autre. Donc d'avoir ces moments privilégiés, c'est bien. Et nous, par exemple, tous les lundis matins, on a la salutation au soleil. Vu qu'il y a des gens qui sont en remote, vu qu'il y a des gens qui sont en présentiel, déjà tout le monde, au moins, tout le monde se dit bonjour le lundi matin. Et pendant une demi-heure, on présente tous les sujets de la semaine dernière qui sont bien passés, peut-être un peu moins bien, et les sujets de la semaine qu'on va avoir. Par exemple, quand il y a un nouveau, c'est à ce moment-là qu'on présente le nouveau, que lui-même se présente, qu'on fait un petit déj pour l'accueillir et tout ça, comme ça. Bah, les nouveaux qui arrivent chez Pilotine, ils sont tout de suite bien onboardés, ils sont mis dans l'ambiance et puis bah, ils connaissent tout le monde. Ensuite, on a un copy design. Pendant 30 minutes, on va regarder tous les sujets en web design, qu'on va avoir dans la semaine. Pareil pour le dev et après pareil pour le commerce. Donc ça, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Ensuite, on enquille sur 1 heure pour le CODIR, donc c'est le comité de direction. Alors, vu qu'aujourd'hui, je suis, enfin, il y a Alix aussi qui est associé chez Pilotine, mais on va dire que je suis le seul sur la partie stratégique. Bah, le risque, c'est de dire, bah voilà, c'est moi le chef, je décide de tout, et du coup, on se met un peu dans sa bulle, on décide de trucs, et après, les gens, en gros, ils disent toujours, ah, la décision, elle est à la con, tout ça. Du coup, en fait, on va partager toutes les décisions au quotidien.
enfin au codir. On va partager toutes les décisions le lundi. Donc on regarde les chiffres, on regarde les besoins en recrutement, on regarde comment ça se passe pour les nouveaux et en fait on va partager tout ça. Donc c'est un comité restreint, on est sept, je crois. On est sept et en fait donc il y a Alix, il y a moi et il y a tous les managers des pôles. Donc chaque manager participe à ce codir et on va voir les sujets importants. Et au final, il n'y a plus aucune décision qui n'est pas prise de manière collégiale. Alors bien entendu, c'est moi qui ai le dernier mot parce qu'on a tenté l'entreprise libérée il y a 4 ans, honnêtement, carnage, parce que qui dit entreprise libérée dit le dirigeant qui s'implique moins, qui au final est tout le temps en train de faire ses textos, j'en sais rien, mais au final on se met tellement en retrait qu'on se sent un petit peu déresponsabilisé. Donc au final, en partageant les prises de décision avec des droits de veto, des trucs comme ça, mais à la fin, si on est en mode on sait pas quoi décider, c'est quand même le dirigeant qui prend la décision, ça aide énormément. Et donc c'est un peu le but du codir. On partage tout, on fait descendre toutes les informations, on les fait remonter, ça dépend du sens. Et après, à la fin, il y a une décision qui est prise et on avance. Donc, au moins, tout le monde est d'accord. Et après, chaque manager peut faire remonter ça dans son pôle. L'après-midi, on a un point sur les formations. Vu qu'on donne pas mal de formations dans les écoles et en entreprise, petit point formation. Ensuite, mardi, là, on taffe. Enfin, pour ma part. Mercredi, point managériaux. Donc ça, c'est tous les mois. Une fois par mois, je rencontre pendant 45 minutes à 1 heure, eh bien, chaque manager chez Pilotine. Et chaque manager fait exactement la même chose avec ses équipes aussi. Donc, on a sacralisé ce point-là une fois par mois. Le jeudi, point web marketing, parce qu'en fait, chez Pilotine, c'est notre seul moyen de prospection. Donc, du coup, on fait 1 heure de points avec Choucrou et Romain toutes les semaines sur les actions web marketing. Et tous les 1 à 2 mois, on a un tout le monde sur le pont. Donc ça, c'est notre séminaire, sachant qu'on a 2 gros séminaires tous les ans. Souvent, on va au ski et on va vers un lac l'été ou à la mer. Mais du coup, on fait un gros moment où il y a vraiment tout le monde et on travaille sur des ateliers un peu spécifiques. On essaye de justement faire de l'amélioration continue, de la montée en compétences et de souvent faire une activité, genre un escape game. La semaine dernière, on a fait un atelier bouture. Donc, il y a Yanomami, qui est une boîte lyonnaise qui fait des ateliers bouture dans les entreprises, qui nous a appris à bien traiter les plantes. Donc, c'était intéressant. On a plein de plantes qui étaient en train de crever chez Pilotine dans les bureaux. Du coup, elles sont toutes en train de revivre. Donc, comme quoi, c'est chouette. Et on a fait des ateliers pour suivre les gros projets fil rouge de l'agence. Et le vendredi, donc ça, c'est pour moi, création de contenu. Vu que moi, on va dire, c'est ma petite force aujourd'hui d'aimer créer des contenus, webinars, livres blancs, articles de blog, posts ou je ne sais quoi. Et du coup, il y a du temps dédié pour faire tout ça. Donc au milieu, bien entendu, ça bosse. Les décalages, au final, il n'y en a plus trop. Avant, j'avais une fâcheuse tendance à décaler, à dire hop, c'est pas important, allez, on le décale. Au final, depuis qu'on s'astreint à le faire et depuis qu'il y a aussi un peu plus de monde, donc je suis un peu plus obligé de le faire, ça marche tellement mieux. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que tu as un peu une semaine de ce genre-là, Aurélio, toi? Ouais, alors nous on pilote au mois. Ouais. Donc on a nos monthly calls et on est en pleine phase de structuration parce que pendant longtemps on a été deux et puis là on est quatre et demi et à la fin de Mhm. l'année on sera plus nombreux, donc c'est ce genre de rituel arrive. Nous on a un monthly que j'ai fait ce matin avant le webinaire où Ok. je fais une rétro du je partage, nous on partage l'intégralité, on est ultra transparent, donc tout le monde a accès aux Ça chiffres, aux marche bien. churn. Très transparent, c'est mieux. Bah, puis c'est pour moi c'était important. On fait une petite rétro. Qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait. Mm. Alors généralement c'est le et c'est un truc qu'il va falloir qu'on muscle, mais c'est moi qui fais qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait. Moi j'aimerais que demain nos collaborateurs aient la lucidité et le courage de dire ça on l'a mal fait, Mhm. ou en tout cas on pourrait l'avoir mieux fait un peu mieux. Et on y arrivera, j'en suis sûr. Euh, Ça nous permet, nous, après, on a un produit, donc c'est un peu différent, mais ça permet un peu d'assigner les priorités de développement dans le mois à venir. Ouais. Tac, 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 avec ce qui est très prioritaire, ce qui est moins prioritaire. Euh, on a une startup retraite 1 ou 2 fois par an Mhm. qu'on essaie de caler sur un WordCamp qui Ok. permet d'avoir un peu tout le monde, de se voir et de pas traiter que des sujets pénibles. Nous, on n'a pas l'avantage, comme vous, d'avoir des bureaux. Mhm. Et c'est des moments dans la vie d'une entreprise. On est une équipe full remote, on embauche des gens en full remote, on est des pirates et on veut rester des pirates. Ça a quand même un vrai côté négatif de pas avoir de bureau, de jamais se voir. Voilà. Le full remote, c'est génial, mais ça a quand même plein de côtés négatifs. Il faut pas les négliger. D'où l'intérêt de vous voir Euh, quand même régulièrement, quoi. ex- Exactement. Et du coup, on essaye de se prendre une journée ou deux en cowork par mois à Lyon. On va souvent au Wojo à l'Hôtel Dieu et Mhm. ces journées cowork, c'est pas celle où on est le plus productif, Ouais, mais mais c'est c'est sympa. On important. va C'est boire une bière important. à la fin et, Mhm.
Et oubliez pas, parce que pour en revenir un peu au sujet du webinaire, qu'il y a la to-do, mais que si vous n'êtes pas heureux dans le travail que vous faites au quotidien, il n'y aura pas de discipline. Enfin, la discipline, en fait, c'est ce qui vous permet d'aller sur le long terme. Et Ouais. des fois, de faire une pause, c'est de la discipline. Exactement. Ouais, des fois on peut se dire, bah nous là, quand on faisait notre atelier bouture, tu peux te dire ça sert à rien faire les trucs des plantes et tout, mais au final c'est un moment convivial, on est tous ensemble, après on fait nos petits ateliers et tout, et c'est vrai que Et c'est nous, assez important. on l'a vraiment vécu en fin d'année où on avait, alors quand on crée un produit, des fois il y a un petit truc qui marche pas, qui affecte presque personne, mais on a l'impression que c'est la fin du monde. Mhm. Et on dépilait problème sur problème et il y avait plus de moments sympas en interne, parce qu'en fait on Ouais. faisait que gérer des problèmes et on s'est dit attends on arrête, on se fait une journée, on va faire du surf, Mhm. on va boire des coups le soir et puis après tout va mieux. Et vraiment, faut prendre le temps de mettre des points managériaux clés, de les faire, un peu comme les Ouais. rapports de maintenance. C'est un touch point, peut-être qu'il n'y a rien à dire, mais au moins on se dit qu'il n'y a rien à dire, il n'y a pas de frustration Mhm. et c'est top. Il faut prendre le temps de faire des pauses aussi et Ouais. de mettre des moments comme ça agréables et ou désagréables, mais qui soient planifiés. Comme ça, il n'y a pas de frustration. Mhm. Et c'est clair pour tout le monde, parce qu'au final, euh, la clarté permet la discipline, C'est ça. je trouve. Du coup, moi, j'avais suivi un podcast qui était de Cédric Watine qui s'appelle Outils du manager, où j'avais découvert les one-to-one, j'avais découvert la méthode DISC, après au CJD, là, le centre des jeunes dirigeants. Tout ça m'avait été confirmé, donc on l'a mis en place. Ça marche vraiment très très bien. Mais on fait pas un point opérationnel en mode alors, t'en es où sur tes projets, machin. C'est vraiment et toi, comment tu vas, qu'est-ce que tu aimerais mettre en place, comment ça se passe dans l'équipe, qu'est-ce qu'on pourrait, voilà, comment on peut s'améliorer, c'est quoi les forces, les faiblesses, les machins. On est vraiment plus là-dessus qu'en mode, bah alors le mail et tout, est-ce que tu l'as envoyé? Ça, on n'en parle pas du tout, quoi. Ou très peu. Euh, ok. Juste, tu parlais de transparence à un moment. Nous, il y a trois, quatre trucs qu'on a bien rendus transparents et qui sont très utiles, alors qu'avant, on avait tendance à le cacher. Transparence des salaires, on a une grille salariale qui est complètement transparente et accessible en interne. On a la transparence des chiffres aussi, du coup tous les mois, le volume de chiffre d'affaires, la rentabilité, le, les nouveaux clients, tous ces éléments-là. Et depuis qu'on partage tous ces sujets-là, bah, il y a beaucoup moins de frustration parce qu'en fait les gens savent. Puis de toute façon, vaut mieux partager tout ça comme ça. Des fois, ça permet d'avoir des petites billes et les gens se sentent beaucoup plus impliqués et on a beaucoup plus, enfin d'expérience, maintenant, on a beaucoup plus d'implications et de bonnes idées qui viennent de la part de l'ensemble de l'équipe. Et tout le monde est beaucoup plus aussi au courant de, 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 de comment améliorer la satisfaction des clients et la marge. Tout le monde est beaucoup plus au taquet aussi sur cette gestion-là, bah, de la rentabilité globale aussi, aussi de la boîte. Parce qu'on sait que bah, plus la boîte est rentable, plus on peut aussi augmenter les salaires. Donc tout le monde est bien investi sur ce sujet-là. Et c'est vachement intéressant et ce qui m'a poussé à vraiment déverrouiller tous ces trucs-là. Donc ça, c'était chouette. Ouais, on est exactement dans cette optique-là et sur la transparence des salaires, ça permet en interne, en tout cas nos investisseurs le faisaient en externe. Nous, on Mhm. a fait le choix de le faire en interne. Ça permet aussi de pas faire des conneries en allant chercher à l'extérieur des mecs qu'on paye très très cher sans Mhm. valoriser le travail des collaborateurs qu'on a aujourd'hui en interne. Exactement. Ouais, ouais. Ça Euh, te permet de prendre et moi, de prendre des décisions assez faciles des fois. Ouais. c'est ça. Et moi, c'était quelque chose qui m'a toujours, j'ai toujours trouvé absurde dans le monde du travail. Pour avoir une augmentation, en fait, faut partir. Mhm. Et en fait, il n'y a aucune raison de recruter un mec qui est pas forcément meilleur que quelqu'un qu'on a Mhm. chez nous, de le payer très cher parce que la personne qui est avec nous depuis le début, en fait, est fidèle, elle est loyale. Ouais. C'est aussi une façon. Nous, il y a pas longtemps, on a en partie recruté, enfin pas recruté quelqu'un pour ça. Non, mais Mhm. attends, il produit pas plus de valeur que la personne qu'on a avec nous depuis quelques mois. Ouais. Donc en fait, c'est non. Ouais. Et ça, Voilà. on en profite peut-être pour équilibrer les salaires en interne quand on voit qu'ils sont trop éclatés au sol. Ok, bon, rapidement, parce il est déjà l'heure. Donc, onboarding, donc nous, pour bien fidéliser aussi les collaborateurs, on essaye d'être au taquet pour bien les accueillir. Euh, et notamment, eh ben, on a un onboarding que je vous montre qui est sur Monday chez nous. On a tout ça. Donc, il est assez costaud. Donc, ça, c'est tous les éléments, toutes les étapes que va vivre chacun de nos salariés quand il intègre la boîte. Et c'est pas pour autant qu'on a eu que des succès, hein, mais à chaque fois on met le lien d'accès à la ressource quand il y a une ressource, qui s'en occupe, à quel moment il doit le faire et combien de temps ça va durer. Notamment, ça commence par de l'administratif. Après, on a une partie plutôt en lien avec la culture d'entreprise. Après, on a un tronc commun et après pour chaque métier, eh bien, on a des choses vraiment
à peaufiner. Quand on est dev ou designer, et ben, on va pas regarder les mêmes éléments. Et on voit, bah, par exemple, c'est la responsable du pôle design qui va gérer la formation design. Et ça permet d'encore mieux connaître les collabs parce qu'on passe plus de temps avec eux. Eux, ils sont super contents parce qu'ils passent un bon moment et ils ont tout en main pour réussir. Et aussi, effet qui se coule, je sais pas dans quel sens, mais ça permet très rapidement de découvrir quand un collab est pas à la maille et qu'il faut mettre fin à la période d'essai. Et alors ça, c'est pas cool. Et avant, on l'avait pas fait. Et ben, on n'a jamais autant mis fin à des périodes d'essai que depuis que on est bon sur l'onboarding, parce que très rapidement, on se rend compte quand la personne est pas en lien avec la culture, qu'elle est pas montée en compétence assez rapidement par rapport à ce dont on a besoin, et ainsi de suite, et que du coup, ça va pas fonctionner sur le long terme. Et donc maintenant, on est au taquet sur les validations de période d'essai avec un point tous les mois pendant la période d'onboarding pour vérifier que tout va bien, machin. Quand quelque chose va pas, on le dit tout de suite, alors qu'avant on disait oh il va s'améliorer, t'inquiète, c'est pas grave, machin, et puis on galérait pendant 2 ans après. Et donc là on dit tout de suite ce qui va pas, et du coup on met très vite fin aux périodes d'essai avant la date butoir, bien entendu, quand on voit que ça va pas coller et parce que la personne on lui a fait les retours et au final bah ça fonctionne pas. C'est juste que on dit pas qu'elle est mauvaise, on n'est pas mauvais non plus, mais les deux ensemble ça fonctionne pas, donc on fait en sorte de stopper très rapidement. Et du coup, donc très très bien accueillir tout le monde et très vite arrêter avec les personnes qui sont pas dans les attentes, enfin dans ce dont on a besoin. Ça aussi, ça a bien aidé à avoir une équipe solide qui s'entend extrêmement bien et qui fonctionne bien, quoi. Eh ben, on est pas mal. Est-ce que tu voulais voir d'autres choses? Puis après, la Stax, on avait vu Non, sur bah, d'autres webinars, donc je pense qu'on est bien. écoute, Est-ce que tu as des questions? Ou est-ce qu'il y a des questions auxquelles on peut répondre? Bah, n'hésitez pas, sinon bah, il est l'heure, donc on n'a plus qu'à vous dire un au revoir. Donc tous ceux qui sont chauds pour que je leur partage peut-être le document avec les générations de leads, là, avec ce qui fonctionne chez nous et ce qui fonctionne pas, avec plaisir, je peux vous l'envoyer si vous mettez un petit message ici ou si vous me demandez sur LinkedIn ou autre. Et puis sinon, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci Aurélio. merci à toi, merci à tout le monde. Excellente journée, à plus. Ciao, ciao.